Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Rassembler les représentations d'étudiants et de stagiaires de formation continue sur une partie de leur activité professionnelle telle qu'elle peut s'exprimer dans des productions écrites imposées par l'enquêteur. Voilà ce qui a constitué l'objet de ma démarche. D'abord, qu'est-ce que cela peut signifier, d'utiliser la notion de représentation? Chez Marx notamment, mais pas seulement avec l'idéologie allemande, la misère de la philosophie et le 18 Brumaire, on sait qu'elle constitue pour un individu ou un groupe, avec les idées, les productions psychiques en général, les convictions, les valeurs, des sentiments, le reflet de son idéologie. Tantôt imaginaire ou illusoire lorsqu'elle est déconnectée des rapports de classe réels, tantôt fondatrice des apostrophes. Une désaliénation possible lorsque le prolétariat pense et agit à partir du travail vivant, pour aboutir à la nécessité de la disparition du mode de production capitaliste. Mais il serait vain de croire à l'absence de contradiction chez Marx à ce sujet. Pour le socio-philosophe Jean Bacheler, le système des représentations sociales est une idéologie fondée sur un discours lié à l'action, laquelle est élaborée à leur origine sur des passions et des valeurs, le tout s'incarnant au final dans la recherche de la satisfaction des intérêts individuels ou collectifs qui sont liés à leur structuration. Valeurs et passions permettent, lorsqu'elles sont partagées collectivement, de constituer l'identité d'un groupe défendant sa position dans le champ social. Edmond Marc Lipiansky, professeur à l'Université de Paris X, pense pour sa part que la représentation est une forme définie de cognition, tendant à constituer un objet précis, ainsi que les mécanismes qui président à sa genèse et à sa structuration, n'excluant évidemment pas qu'elle soit une image reconstruite et déformée de l'objet réel. 2. N'oublions pas en effet que imago en latin signifie imitation, fantôme, copie, ombre, apparence, simulacre. Modestie imagine, sous le masque de la modestie, dit le Gaffio citant Tacite. Certes, ce débat sur la nature des représentations est riche et ouvre de nombreuses portes explicatives, mais au-delà des divergences des uns et des autres dans le champ de la psychologie sociale, le fait est reconnu que ces discours donnent donc corps au langage des groupes en train de se faire et de se défaire dans la société, comme le résume Jean Maisonneuve 3. Cette hypothèse de la possibilité du changement des fonctions jouées par les groupes sociaux nous renvoie au débat plus philosophique que scientifique certes, mais indispensable à la recherche scientifique dans l'établissement de ces postulats, concernant l'évolution des sociétés humaines. Dans l'animation professionnelle, nous écrivions que l'on voulait souvent imposer des choix réducteurs entre une perspective humaniste et une perspective critique. Il existe une interaction des déterminants probables et des interventions possibles des apostrophes. Un acteur social, donc sujet, lui-même orienté dans ses actions par la situation sociale qui détermine à son tour la nature, l'ampleur et la portée de l'interaction. Il est dès lors envisageable de considérer l'animation comme relevant d'une philosophie de la praxis, c'est-à-dire que les structures sociales dans lesquelles elle s'inscrit sont à la fois des déterminants, mais aussi produits de l'action humaine, la rendant tout à la fois possible et limitée. La praxis, c'est le point de rencontre de ces oppositions entre production et reproduction. C'est l'idée d'un faire qui peut aussi être créateur de réalité et de sens nouveaux. Façons d'agir et de concevoir sont ici dialectiquement liées 4. On comprendra dès lors pourquoi, sur la question des représentations sociales, nous nous rapprochons de la pensée d'Antonio Gramsci à propos des déterminations qui engendreraient de façon exclusive la production cognitive des individus et des groupes. Il écrit : si ce concept était vrai, le monde et l'histoire seraient toujours immobiles. En effet, si l'individu, pour changer, a besoin que toute la société change avant lui, mécaniquement, en raison d'une force extra-humaine, aucun changement ne se réaliserait jamais. L'histoire est au contraire une lutte continuelle d'individus et de groupes afin de changer ce qui existe déjà. Cependant, pour que la lutte soit efficace, ces individus et ces groupes devront se sentir supérieurs à l'existant. 5. C'est en ce sens qu'ils peuvent devenir éducateurs de la société. Le point de vue est identique chez Cornelius Castoriadis qui nous explique que l'historicité de la société n'est gouvernée par aucune ruse de la raison, par aucune pensée héritée, et que c'est avant tout l'imaginaire des individus et des collectifs qui donne sens aux actions humaines 6, souvent de façon inconsciente. Même les institutions sont les produits de cette action humaine, et peuvent donc être transformées à nouveau, quelles que soient les pesanteurs qu'elles ne manquent de provoquer.
On trouvera une pensée proche dans les ouvrages de Jacques Rancière sur la notion d'émancipation, en particulier lorsqu'il explique, en opposition à Pierre Bourdieu notamment, que ce qui entretient la soumission n'est pas tant l'ignorance que le doute sur sa capacité de faire changer les choses. 7. Notre curiosité dans le droit fil du travail que nous présentons dans cet ouvrage consistait à tenter de savoir concernant les animateurs comment ils se sentaient, à partir des représentations de leur profession que nous allions recueillir. Quelle représentation d'eux-mêmes? Quelle représentation de la société? Quel système d'interprétation 8 proposent-ils? Comment disent-ils agir? Quelle conscience ont-ils de leur profession? Se rassemblent-ils autour de valeurs communes? Sont-ils unis sur un sens commun, qui leur est commun? Bref, quelle identité sociale pour ce groupe des animateurs professionnels? Montrent-ils une capacité à élaborer une pensée collective? Traduisent-ils l'idée de la passivité, ou ont-ils une vue de transformation de la société, avec un projet mettant en tension les aspirations conscientes de leur action et les conditions concrètes de celle-ci, ainsi qu'une perception de sa limitation éventuelle? Quelles occultations laisse-t-il entrevoir, puisque nous savons qu'un individu ou un groupe a plutôt tendance à donner une bonne image de lui-même, tout en étant amené par ailleurs à intégrer dans sa construction identitaire les représentations positives ou négatives existant dans son environnement social au contact des autres groupes sociaux? Bref, ce que l'on appelle aussi les effets en retour des interactions? En conclusion, dans cette compréhension d'eux-mêmes et dans leur interprétation du monde, s'accordent-ils sur un système culturel commun, avec un langage partagé, des symboles à signifier, des repères à organiser? Sur cette question de l'identité professionnelle des animateurs qui reste l'axe heuristique permanent de notre travail depuis presque 25 ans maintenant, peu de travaux d'ordre général ont été réalisés. Une sociologie de type quantitatif existe, tel le travail de Francis Lebon, un groupe professionnel en évolution? Les animateurs socioculturels et de loisirs, qui se présentent comme une analyse secondaire de l'enquête emploi, 1980-2005, rapport remis à l'INGEP en 2007. Nous avons largement mis en cause dans l'animation en question les présupposés d'une pseudo-théorie fonctionnaliste de prolétarisation accentuée des animateurs et les fondements épistémologiques de cette étude. Conditions de recueil des données par l'INSEE tout à fait aléatoires, fondées sur une définition des animateurs qui a été créée au moment de l'apparition des premiers pionniers de l'animation, il y a maintenant plus de 30 ans. Mélange dans les échantillons traités des animateurs volontaires, des étudiants neufs ou des jeunes s'intitulant animateurs avec comme bagage leur seul BAFA, des saisonniers, des temporaires et des vacataires, bref des non-professionnels et des professionnels 10, exclusion de tout un ensemble d'animateurs qui ne font pas partie du champ du ministère de la Jeunesse et des Sports, commanditaire à travers l'INGEP de ce document, etc. Certes, cette réalité socio-économique est bien réelle, mais pour prendre une comparaison, ce n'est pas en mélangeant pompiers volontaires et pompiers professionnels que l'on peut identifier la professionnalité des salariés de la seconde catégorie. Par cet effet de brouillage de l'animation, ce type de production revendiqué par l'INGEP aboutit en définitive à conforter une image fragilisée de ce secteur, renforçant bien évidemment l'idée d'un accroissement permanent de la précarité, qui ne peut que satisfaire les syndicats dans leur combat puisque c'est est une des bases de leur mission, et légitimer en même temps la pratique de certains employeurs dans leur refus de participer à une réelle logique de professionnalisation puisque, partagée par leurs confrères, elle dominerait le champ du salariat de l'animation. Il est vrai que les propos du ministre Xavier Darcos sur certaines catégories d'enseignants donnent une crédibilité renforcée à ceux qui pensent que l'animation n'étant après tout qu'une affaire de gardiennage, pourquoi faudrait-il s'encombrer de professionnels qualifiés? L'enquête réalisée par Orseux sur la qualité de l'emploi dans les métiers de l'animation, publiée en septembre 2007, opère bien cette distinction entre volontaire et professionnel dans la partie de son travail qualitatif, mais reste prudemment sur la définition de l'INSEE de 1983 reprenant celle du début des années 70. Elle explique que la professionnalisation du secteur encourage la polyvalence des animateurs permanents, 12, alors que les techniques seraient le lot des vacataires extérieurs, parce que, reprenant tels quels les propos d'un directeur de centre social, le travail de l'animateur consiste à appliquer un ensemble de techniques sans que ces techniques ne soient enseignées aux animateurs.
Outre que cette affirmation prête à sourire 13, il faut rappeler que c'est depuis le début des années 80 que Jeunesse et Sport, en créant le BEATEP, a ouvert la boîte de Pandore et commencé à scinder les professionnels de l'animation à la grande satisfaction des employeurs, pouvant ainsi tirer vers le bas les qualifications et les salaires des professionnels. Dans une approche plus quantitative, l'enquête nous apprend enfin que 67% des animateurs sont permanents et que 78% travaillent à temps plein. D'autres travaux mieux fondés sur leurs assises existent bien sûr, issus du CNFPT, de la Convention collective de l'animation et de la CPNEF qui en est l'émanation, de celle des centres sociaux 14, parfois du ministère des Affaires sociales 15. Des questions fondamentales d'orientation scientifique se posent donc en permanence pour le chercheur. En ligne continue avec notre orientation philosophique, nous avons privilégié plutôt une sociologie clinique, qui serait proche de celle de Vincent de Gaulle-Jacques, professeur de sociologie à Paris 7, affirmant dans son ouvrage qui porte le même intitulé 16 qu'il est s'apostrophe. Inscrit au cœur des contradictions entre objectivité et subjectivité, entre structure et acteur, entre le poids des déterminismes socio-historiques et la capacité des individus d'être créateurs d'histoire. En ce sens, il est essentiel de comprendre et par conséquent d'intégrer la façon dont les individus vivent la société et ses phénomènes, dont ils se les approprient et comment ils se les représentent. Le sociologue G. Lapassade expliquait aussi que la sociologie interprétative considère que les formes sociales sont l'émanation des individus, que les normes sociales sont problématiques et que les systèmes de vérité sont discutables. 17. Nous sommes proches ici d'une démarche ethnométhodologique 18, dont les fondations reposent justement sur le refus de l'idée que l'ordre social ne serait que le résultat d'une détermination dominante pesant sur les individus et leur dictant leur conduite. En recueillant les propos d'animateurs par l'intermédiaire d'écrits qu'ils nous ont confiés, nous sommes en possession, nous le pensons, d'un ensemble de documents permettant de percevoir la culture de leurs auteurs, leur système de normes, leur modèle de comportement. Ce stock de connaissances utilisées par les animateurs dans leur activité professionnelle quotidienne permet aux individus concernés de dire ce qu'ils font dans leur pratique, de décrire leurs intentions, de désigner, de constituer, voire d'interpréter leur situation. Ce qui se passe ici, c'est ce que les acteurs disent être en train de se passer, suggère G. Lapassade, qui ajoute, c'est ainsi Q'. Ils le vivent et par conséquent, ils savent mieux que nous à quoi ça ressemble et quelle est la meilleure façon de le décrire. 19. En tant que sociologue empirique, je vais donc tenter d'identifier leurs motifs de devenir ou de demeurer animateurs professionnels, considérant que la seule réalité sociale est celle définie du dedans par les acteurs eux-mêmes, me décidant ainsi à prendre au sérieux le fait que les individus savent ce qu'ils font lorsqu'ils agissent en commun. C'est le même type de travail qui avait été réalisé notamment dans Dire son métier, les écrits des animateurs, sous la direction d'Olivier Douard, analysant des travaux de mémoire de stagiaires du DEFA. Les récits de vie et les biographies sont aussi des éléments qui permettent une exploitation de renseignements du même ordre sur les choix professionnels et les itinéraires personnels qui leur sont liés. Les temps sont agités dans le champ de l'animation. Le secrétariat d'État à la jeunesse, au sport et à la vie associative voit une nouvelle fois ses formations à l'animation de niveau Bac plus de 21, et plus chamboulées avec le rapport Bertsch qui traite d'ailleurs essentiellement des questions du sport et des formations y afférentes. Trop de fédérations d'éducation populaire qui ont largement soutenu ce ministère 22, qui est leur ministère de tutelle avec une direction de la jeunesse et de l'éducation populaire, depuis des années, qui ont pleinement participé à la définition de diplômes quand elles ne les ont pas inspirés, tels que le DGEPS ou le DESGEPS avec des considérations et des logiques parfois de survie que l'on peut comprendre. Des directions administratives locales et des directions de fédérations se sont maladroitement obstinées dans trop de régions à considérer que seuls leurs centres de formation publics ou privés étaient légitimés à former des professionnels. Elles ont refusé de voir avec le discernement nécessaire le développement des formations universitaires professionnelles 23, et dans les IUT depuis 41 ans maintenant, et la qualité des productions et des enseignements issus de ce secteur, sans oublier la bonne insertion professionnelle des étudiants qui en sortent.
Elles n'ont pas réellement pris en considération les aspirations à des formations proches au niveau international, telles que le processus de Bologne l'imposait. Elles n'ont pas souhaité coopérer suffisamment avec les universités pour construire des lieux de recherche sur les pratiques et les théories de l'animation, et leur mise en tension, sous la responsabilité de ces dernières. Un exemple récent de cette myopie est encore manifeste dans un article de François Chaubeau paru dans Vers l'éducation nouvelle. Il parle d'une filière universitaire dans les formations à l'animation qui est en cours d'apparition, alors que l'EDU existe depuis 1967, ce qui en fait une filière historique 24, autrement plus stabilisée que les nombreuses moutures des diplômes de jeunesse et sport qui n'a mis en place une formation professionnelle spécifique au champ de l'animation qu'en 1970, le CAPASE, certificat d'aptitude à la promotion des activités socio-éducatives. Par ailleurs, il ne nous semble pas juste, comme le prétend l'auteur de l'article, de considérer que l'université viserait à former des concepteurs, des directeurs, des organisateurs, des penseurs, alors que d'autres structures de formation ne formeraient que des opérateurs de terrain. Ce n'est pas ainsi que l'on peut analyser la politique des IUT qui depuis toujours a consisté à définir l'existence de deux secteurs de formation professionnelle distincts, celui des généralistes, de niveau 3 et plus, et pas forcément uniquement à l'université, et les spécialistes ou techniciens en dessous du niveau 3, diplôme non pris en charge et pour cause à l'université. Ce n'est pas non plus la présence exclusive des seconds sur le terrain qui semble pertinente comme coupure significative entre les diverses filières. Il serait illusoire d'aspirer à ce que les jeunes professionnels diplômés de l'UE en formation initiale soient tous dégagés du terrain et directeurs de structure dès leur entrée dans la vie professionnelle. Enfin, opérateurs et décideurs, tous pensent et agissent quel que soit leur niveau de formation, mais comme le signifie la convention collective, il existe des degrés dans l'exercice de la responsabilité. Pendant ce temps d'incertitude pour jeunesse et sport avec le rapport Bertsch, d'octobre 2007 à juin 2008, un groupe de travail a été mis en place à la demande de la DGES pour rationaliser les offres de formation à l'animation dépendant du ministère de l'Éducation nationale, en particulier dans le secteur des licences professionnelles. Ce groupe composé de Laurence Ménard et Catherine Vergne pour la DGES, de Clotilde de Montgolfier, Jean-Pierre Augustin et Jean-Claude Gillet pour l'Université de Bordeaux, de Georges Bertin pour le CNAM d'Angers, Jean Housset de l'Université de Rouen, Marcel Paria pour l'Université de Paris 12 et Jean-Louis Gouju, secrétaire général de l'ONMAS, a remis au ministre en fin juin son rapport intitulé « Proposition pour une harmonisation et une reconnaissance de l'offre universitaire de formation professionnelle au métier de l'animation ». Il y est notamment proposé l'instauration d'une dénomination nationale, animation professionnelle, regroupant les formations universitaires et professionnelles existant ou se réclamant du champ de l'animation en 4 options universitaires de licence professionnelle et un seul master professionnel 25. Ce groupe, s'il se perpétue, est disposé à dialoguer avec tous les acteurs pour introduire de façon ouverte une coopération permettant d'imaginer des pôles de formation à l'animation dans certaines universités dans des formes qui restent encore à définir, mais qui offriraient un lieu d'exercice légitime à l'expérience des fédérations d'éducation populaire en matière de formation, ne les confinant pas à former uniquement des techniciens de niveau 4 ou 5, lesquels aspirent d'ailleurs par la suite, pour beaucoup entre eux, à obtenir des qualifications et des diplômes d'un niveau de professionnel généraliste de l'animation ou de cadre, souvent dans le service public de l'enseignement supérieur. Ce serait en tout cas une issue possible à une situation réellement perverse. Le 24 juillet 2008, en présence de Jean-Marc Roiran, secrétaire général de la Ligue de l'enseignement, Nicolas Sarkozy, en visite dans un centre de vacances où il s'est déplacé, proclame « Moi je crois à l'éducation populaire. La France a besoin de l'éducation populaire. On soutiendra l'éducation populaire de façon totale. » Vidéo visible sur le site de la Présidence de la République. Dans un texte publié par l'INJEP le 30 septembre 2008, donc 2 mois plus tard, on apprend que le ministère de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative a informé l'Institut de la décision suivante, prise le 4 août, à savoir, une baisse de la dotation budgétaire allouée au personnel de l'établissement, passant de 4,1 millions en 2008 à 2,2 millions de jours € en 2010.
pris la main dans le sac et ce en l'espace de 10 jours. Chapitre 1 des apprentis animateurs parlent. L'analyse 26 du processus de professionnalisation des animateurs en France a été très largement présentée dans l'ouvrage coécrit avec J.P. Augustin, L'animation professionnelle. Histoire, acteur, enjeu 27. Le livre publié en août 2006, L'animation en question 28, prolonge cette démarche. J'y rappelle notamment que c'est la sociologie anglo-saxonne des professions qui influence encore aujourd'hui nombre de chercheurs en ce domaine. C'est essentiellement le modèle de la profession médicale, et aussi juridique, qui a été le vecteur des théories qui ont été construites pour évaluer les conditions de l'apparition et de la reconnaissance d'une profession en général. Le médecin est le type même du professionnel, affirme C.L. Dubar et Pétripier 29. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.